Bonjour à tous, je vais dans cet enregistrement reprendre une partie du cours sur la gestion de la qualité en contrôle de gestion, en sachant qu'une grande partie du cours de la page 1 à 17 correspond à des notions que vous pouvez aborder seuls, qui ont été vues avec un certain nombre de vos camarades la semaine dernière. Et pour la plupart des notions qui sont rappelées ici à propos de la gestion de la qualité, ce sont des notions que vous avez déjà abordées en management. Voilà. Donc bon, évidemment, j'ai repris les enjeux de la qualité pour ceux qui n'avaient pas suivi le cours. Dans la première partie, je vous avais mis quelques liens sur des tutos qui vous permettent de voir à quoi correspond le diagramme de Pareto ou Ishikawa, en sachant qu'évidemment vous l'avez vu en contrôle, en management. Bon, au niveau de la gestion de la qualité, il y a des enjeux que vous allez retrouver. Certaines notions sont abordées. Qu'est-ce que la qualité? Évidemment, la notion de certification avec les normes ISO qui sont très importantes pour développer les parties théoriques de l'épreuve de contrôle de gestion. Qu'est-ce que la qualité totale, la nature des coûts liés à la qualité, et surtout, cette partie-là doit être dominée parce que vous devez pouvoir décrire les différents coûts, et notamment les coûts de la non-qualité, ce qu'on appelle aussi les coûts cachés. Voilà. Voilà, donc ces coûts cachés qui vont des fois représenter un manque à gagner très important. Voilà, les dysfonctionnements, etc. Ensuite, vous allez avoir les différents possibles méthodes pour essayer d'analyser en amont les problèmes de qualité. Voilà, Pareto, avec le petit graphique des 20-80, l'amélioration en continu avec le modèle de Ishikawa. Donc je vous laisse lire le cours, le synthétiser, l'apprendre. Là, j'ai rien à vous apprendre de plus que ce que vous avez vu en Mana. Mais voilà, je répète, attention, vous avez des connaissances à avoir, même en contrôle de gestion. Ensuite, bon, les approches marketing avec la notion de benchmarking, les phases amont, et la notion de cycle de vie avec le raccourcissement des cycles de vie des produits dans nos activités actuelles. Voilà, donc la notion de profit cible, et donc de coût cible, puisqu'on ne part plus du coût pour fixer le prix de vente, mais on détermine les valeurs qui peuvent être attribuées aux fonctions du produit, et connaissant les marges que l'entreprise veut réaliser, on détermine quel est le coût de production qu'on doit atteindre. Et si on ne peut pas l'atteindre, on passe à une autre production où on ne se lance pas dans certaines activités. Avec les optimisations de coûts, l'analyse de la valeur qui est un élément très important du cours, qu'on reverra en fin d'année. Et ensuite, voilà, donc après on va passer à quelque chose qui est beaucoup plus technique et qui convient d'appréhender voilà, avec mon aide, c'est la notion d'échantillonnage qui fait appel à des notions mathématiques que vous avez pu aborder en BTS. Voilà, donc l'échantillonnage, c'est lorsque l'entreprise va réaliser des prélèvements sur des chaînes de production, de produits, ou faire des statistiques sur, ça peut être des temps, ça peut être des échantillonnages au niveau de la clientèle. Et on mesure ce qui est observé dans l'échantillon, et on se pose la question, est-ce qu'on peut généraliser à l'ensemble de la population? Donc on va avoir des tests et des estimations. Donc, dans les estimations, on cherche à estimer dans la population totale un caractère qui était mesuré dans l'échantillon,
On ne connaîtra pas, par exemple, la mesure exacte de l'ensemble de la population. Donc on va faire on va estimer des valeurs attribuables à la population à partir d'échantillons. Voilà. Donc ça, c'est un premier type de problème. Et après, on a des tests statistiques. On fixe, par exemple, une norme, un objectif à atteindre dans la population. Et après, on veut savoir si on va faire des tests, on va prendre des échantillons et on va regarder si l'échantillon respecte la norme qui a été fixée dans la population totale. Voilà, donc en fait on va créer des intervalles de confiance pour mesurer ces deux principes. Ces intervalles de confiance vont prendre en compte une certaine probabilité d'erreur, et on va voir comment. Alors par exemple, si une entreprise fabrique 1000 vis d'une longueur de 5 cm par jour et que, mesurant la longueur de 100 vis prises au hasard, elle observe que la longueur moyenne des 50 vis est de 4 cm, il semble pas utile de faire des calculs compliqués pour en déduire qu'il y a un problème de processus de production. Voilà. L'écart est tellement important que on se doute que la taille des vis dans la population n'est pas de 5 cm. En revanche, si la taille de l'échantillon fait 4,8 cm, eh bien, on ne sait pas nécessairement interpréter ce résultat puisque c'est qu'un échantillon. Il y a une chance que l'ensemble des vis produites soit un peu plus petite que la taille attendue, mais en même temps, l'écart est relativement réduit et n'est pas certain que ce soit le cas. Donc on va pouvoir quantifier ces probabilités. Donc l'échantillonnage, c'est des estimations et des tests. Voilà. Estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance et des tests. Alors cette partie-là, test unilatérale et bilatérale, n'est plus au programme. Donc vous verrez dans l'exercice, on va rester dans un certain domaine. Donc on parle des populations mères avec des normalisations. Par exemple, on va dire que la moyenne de la population mère, c'est M, des proportions petit p, l'écart type de la mère va s'écrire comme ça. Et par contre, pour les échantillons, bien on va dire la moyenne échantillon, ça va être x bar, éventuellement n, ça peut être le nombre la taille de l'échantillon, et les écarts types d'échantillons se noteront en général écart type prime de l'échantillon. Voilà, la moyenne de chaque échantillon varie de l'un à l'autre et va représenter la distribution des moyennes de la variable x qui est associée à tout échantillon de taille n, la moyenne de cet échantillon. Quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable x suit une loi normale, la variable aléatoire x de l'échantillon est aussi une loi normale. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail théorique. Et on va surtout utiliser les outils pour répondre à des cas concrets. On a, voilà, si l'échantillon est supérieur ou égal à 30 et que la population mère présente une moyenne M et un écart type, eh bien l'échantillon va suivre une loi, moyenne identique, et un écart type qui sera égal à l'écart type de la mère divisé par racine carrée de n. Voilà. À niveau des fréquences, on va retrouver le même concept. Si on a une probabilité ou fréquence de la société mère P, eh bien l'échantillon va suivre une loi, probabilité P et écart type racine carrée de PQ sur N. L'estimation, elle se fait on l'utilise, l'estimation, on va utiliser la notion d'échantillon parce que
souvent, il n'est pas possible d'étudier tous les éléments de la population mère. Donc, on a deux conditions. Voilà, c'est un rappel mathématique, hein, mais nous, on ne va pas rentrer trop dans le détail. On va prélever au hasard des éléments de la population. Et on peut avoir deux types de prélèvements, avec remise et sans remise. Donc ça veut dire que l'élément prélevé est immédiatement remis à la population mère avant de prélever le suivant. Et sans remise, c'est-à-dire que on va retirer l'élément prélevé de la population. Voilà, donc nous, dans tous les outils qu'on va utiliser, hein, c'est considéré comme échantillon avec remise. Et dans tous les cas, on néglige absolument l'impact d'une éventuelle non-remise. Alors, si là, on va avoir des problématiques, par exemple, sur la population mère de taille n, une variable aléatoire x pour laquelle l'espérance mathématique m, la proportion p et l'écart type sont inconnus. Voilà. Donc la proportion p et l'écart type sont inconnus. On va estimer à partir des caractéristiques calculées sur l'échantillon la valeur de la population mère. Donc voilà, ça c'est un type d'exercice. Donc on a un échantillon, on a calculé avec nos outils, on va faire un exemple. L'écart type de l'échantillon, éventuellement les proportions et la moyenne, ben on va essayer de déterminer est-ce qu'on peut trouver des approches, est-ce qu'on peut estimer la moyenne de la population mère ou proportion et l'écart type. Donc il existe plusieurs types de problèmes. Alors plus l'échantillon n est grand et plus les résultats approximatifs de la population mère vont être précis. Bon, ça paraît logique, hein. Plus on sonde, plus le nombre de produits sondés est élevé, plus on s'approche de quelque chose qui limite les erreurs. Voilà, donc on peut avoir une estimation ponctuelle d'une moyenne, soit m la moyenne inconnue de la variable x définie sur la population mère, et la moyenne calculée sur un échantillon de la taille n. La moyenne variant d'un échantillon à l'autre est estimée ponctuellement par m, donc on a un estimateur. On peut avoir aussi une estimation ponctuelle d'une proportion, c'est le même mécanisme, mais pour les proportions. Donc là, c'est des moyennes, et là, ça va être on va estimer des proportions. Donc, soit P, la proportion inconnue de la variable X définie sur la population mère, et F, la proportion calculée sur un échantillon de taille N, la proportion F varie d'un échantillon à l'autre et est une estimation ponctuelle de P. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'estimation ponctuelle d'une variance et d'un écart type. Alors, la variance, écart type au carré, alors si on évidemment, l'écart type au carré, ça donne la variance, et l'écart type de la variable de la population mère sont inconnus, donc la variance et l'écart type sont inconnus. Et si on appelle variance prime, c'est-à-dire écart type au carré, la variance calculée sur l'échantillon de n, on va pouvoir faire des estimations. Alors, bon, c'est un petit rappel, hein. L'écart type prime au carré, donc la variance, mesure la dispersion autour de la moyenne, qu'on appelle aussi x bar petit n de l'échantillon. Évidemment, ça mesure l'écart à la moyenne de l'échantillon. Si jamais on fait tous les calculs avec l'écart type trouvé dans l'échantillon, ben on peut créer un biais dans les calculs, puisque l'écart type de la mère, de la population, ne pourra pas être identique à l'écart type trouvé sur un échantillon. Donc on va avoir des formules. Dans les formules, on peut utiliser un estimateur pour la société, un estimateur pour la population observée, enfin, dont on a observé un certain nombre, donc un échantillon. Quand on a déterminé l'écart type de l'échantillon,
eh bien on peut estimer par un estimateur que l'on va nommer S, on peut estimer l'écart type de la population. Donc pour ça, on va multiplier par racine carrée de n sur n-1. Et on voit que plus n est important, plus la valeur de la fraction est proche de 1. Donc ça, mathématiquement, on confirme que plus l'échantillon est élevé, plus on s'approche des valeurs de la mer. Alors voilà, alors le but c'est que vous mettiez sur pause. Donc pour faire les petits exercices, et après vous mettez sur pause sur la vidéo et vous faites l'exercice. Donc là on vous demande, vous avez un cas où l'entreprise veut gérer des demandes de crédit de ses clients et l'agence bancaire réalise une étude sur le traitement des dossiers et a pris des dossiers de manière aléatoire et a mesuré le temps de traitement des dossiers. Voilà, donc vous avez des durées en minutes et un nombre de dossiers. Voilà, un nombre de dossiers, donc 3 dossiers ont été traités entre 0 et 10 minutes, 6 entre 10 et 20, etc. Donc ce qu'on vous demande, on vous demande de prendre les centres de classe pour les calculs et de déterminer la moyenne et l'écart type à la machine. Voilà, prenez le temps de faire ça. Donc pause. Voilà, donc vous avez fait les calculs de cet échantillon et vous avez trouvé que en moyenne les dossiers sont traités en 26-33 minutes et l'écart type en 12, vous trouvez un écart type de 12,31 minutes. Donc on vous demande de déduire une estimation de la population. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre sur pause avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous pouvez déterminer les calculs de la moyenne et de l'écart type de la population avec son estimateur. Donc vous avez pris le temps de le faire et vous avez donc trouvé que la moyenne, évidemment, on n'a qu'un seul outil pour déterminer la moyenne ponctuelle de la population. On reprend la moyenne ponctuelle de l'échantillon pour le moment et on va faire l'estimation de l'écart type de la mer, de la population. Excusez-moi, je dis toujours mer, mais c'est de la population. Voilà. Alors ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les intervalles de confiance. Et on est dans un cas où on va déterminer un seuil de confiance pour faire des estimations. Alors le premier cas, c'est on a l'échantillon, on a déterminé la moyenne de l'échantillon ici. Et on a aussi calculé on va aussi calculer l'écart type de cet échantillon. Et on va essayer d'encadrer, de déterminer la moyenne, puisque vous avez vu tout à l'heure on a fait une moyenne de l'échantillon, et puis on a dit, bon, en ponctuel, on peut estimer la moyenne de la population mère, mais c'est pas satisfaisant. Donc on va essayer d'encadrer cette moyenne de la population, et pour ça, on va avoir des seuils de confiance. Et ces seuils de confiance, ils sont souvent à 95%, 90% ou 99%, et on va revoir ici comment faire pour déterminer la valeur de T. Alors la technique est la suivante. On utilise l'équation 2πt moins 1 égale alpha. Alpha, c'est le degré de confiance. Alors par exemple, si on souhaite avoir un degré de confiance à 95%, eh bien on écrit 0,95 à la place d'alpha et on va faire le calcul, 2πt moins 1 égale 0,95 plus 1,
et ce qui nous fait 1,95 divisé par 2, et pi de t égale 1,95 divisé par 2, et ça va nous donner une valeur dont on va se servir dans la table de la loi centrée réduite pour déterminer la valeur de t. Donc ça, on l'a vu x fois. Et pour la valeur de 0,95, on trouve 1,96.